L'ablation de la fibrillation atriale existe maintenant depuis la fin des années 90. C'était développé par Michel Saguer à Bordeaux et son équipe. Et les dernières recommandations sur la prise en charge de la fibrillation auriculaire qui ont été publiées par la Société européenne en 2010 ont encore augmenté la place de l'ablation dans le traitement de la fibrillation atriale. Donc il nous semblait important de montrer un petit peu ce que c'était cette procédure. En tout cas, comment est-ce qu'on l'a fait nous à la Riboisière. Donc c'est une procédure invasive qu'on fait dans un bloc dédié d'électrophysiologie. Le patient n'est pas endormi. Nous, on ne fait pas d'anesthésie générale, il a juste une sédation, vigile, et puis une antalgie, souvent par des morphiniques à la pompe. C'est lui qui commande sa dose de morphinique. Alors pour rentrer les sondes, on va faire une ponction jugulaire, parce on a l'habitude de mettre une sonde décapolaire dans le sinus coronaire par voie jugulaire. Et puis également deux ponctions veineuses fémorales pour l'introduction de la sonde d'ablation et de la sonde lasso. Donc le patient est bien évidemment à jeun. Ces patients sont quasiment tous avant sous AVK et on a arrêté les AVK quelques jours auparavant pour faire un relais par l'héparine à la seringue électrique. L'héparine à la seringue électrique a été arrêtée 4 heures avant le début de la procédure. Et pendant la procédure, on va prélever très régulièrement du sang pour faire des dosages de l'ACT, qui est un équivalent du TCA, pour contrôler le niveau d'anticoagulation avant la ponction transseptale et puis après l'injection du bolus d'héparine. Alors pour réaliser l'ablation dans l'oreillette gauche, il faut évidemment passer les sondes de l'oreillette droite à l'oreillette gauche. Pour cela, on utilise soit un foramen ovale perméable qui est présent dans à peu près un tiers des cas, et on recherche préalablement, comme ici, le foramen ovale perméable avec la sonde, et si on n'en trouve pas, on va faire une ponction transseptale. À présent, il n'y a pas de foramen ovale perméable, donc on va réaliser la ponction transseptale. Pour ça, on utilise une longue gaine dans laquelle on va introduire une longue aiguille. Donc on va préparer cette gaine en la purgeant ici. Voici l'aiguille transseptale qui est également purgée. On va la relier à un capteur de pression pour avoir une pression en bout de gaine et être sûr qu'on pique bien l'oreillette gauche. Donc ici on remonte un guide souple dans la veine cave inférieure jusqu'à la veine cave supérieure pour introduire la gaine. C'est dans cette gaine qu'on introduit l'aiguille. L'aiguille peut être poussée à l'extérieur de la gaine, elle sort de quelques millimètres. Et on repère sous scopie la position de la gaine en face de la fosse ovale. Et sous repérage scopique, éventuellement injection, ici on a tagué avec du produit de contraste la fosse ovale. On pousse l'aiguille à ce moment-là, ce qui permet de passer dans l'oreillette gauche et de contrôler qu'on a bien une pression d'oreillette gauche au moment du transseptal. Une fois qu'on a piqué, on pousse la gaine à l'intérieur de l'oreillette gauche
On enlève l'aiguille et le dilatateur et on pourra ensuite utiliser la gaine pour entrer à la sonde spirale. La gaine est purgée de façon attentive en évitant bien sûr d'envoyer des bulles dans l'oreillette gauche. Et on va emmener le lasso par cette gaine. On va positionner le lasso dans l'oreillette gauche. On voit ici sur la scopie le lasso dans l'oreillette gauche qui est positionné ici dans la veine pulmonaire supérieure droite. Et par le même chenal, on va passer la sonde d'ablation en faisant éventuellement, comme ici, un échange sur le guide. Donc on a ainsi, comme ici, voilà, on a maintenant les deux sondes, le lasso et le cathéter d'ablation dans l'oreillette gauche. Le cathéter en forme de spirale permet d'enregistrer les signaux à l'intérieur de la veine pulmonaire et on cède des images scanographiques reconstruites pour s'orienter. Et sur la baie, on enregistre les signaux dans la veine et sur le cathéter d'ablation. Alors on a maintenant le lasso qui est dans la veine supérieure droite et le cathéter d'ablation qui est dans la veine et puis qu'on va retirer pour essayer de bien définir l'ostium de la veine pour ablater au niveau de l'oreillette gauche sans ablater dans la veine pulmonaire. Donc ici on a un montage sur une diapositive fixe hein, la position du lasso sur l'ostium des 4 veines pulmonaires et on va faire le tour avec la sonde pour isoler les veines pulmonaires. Alors on enregistre ce type de signaux dans la fibrillation focale avec sur les lassos du signal dans la veine pulmonaire qui déclenche la fibrillation atriale. Et on va être capable, ça c'est à nouveau un montage, de voir qu'on a le signal de la veine pulmonaire ici qui va petit à petit s'écarter au fur et à mesure de l'ablation du signal atrial jusqu'à disparaître complètement à droite là, pour obtenir un bloc complet de conduction entre l'oreillette gauche et la veine pulmonaire et également un bloc bidirectionnel, bloc de conduction de la veine pulmonaire vers l'oreillette gauche. Et cette isolation complète permet d'empêcher la fibrillation, le bombardement de l'oreillette par un foyer dans la veine pulmonaire. Ici, on a un exemple de lasso qui est dans une veine pulmonaire qui est très active avec une fréquence dans la veine pulmonaire à plus de 300 par minute et le rythme reste sinusal parce que cette veine a été déconnectée et donc ce foyer dans la veine pulmonaire est maintenant incapable de déclencher la fibrillation atriale.
Donc dans la fibrillation atriale paroxystique, comme dans le cas aujourd'hui, l'objectif est d'isoler les 4 veines pulmonaires sans faire d'autres ablations. Et une fois que ces 4 veines pulmonaires sont bien déconnectées sur le plan électrique, eh bien, on peut retirer les sondes, retirer les désilés, on s'assure que le TCA soit pas trop élevé à ce moment-là. On fait une compression manuelle et puis un pansement compressif au niveau fémoral. Le patient est surveillé ensuite en soins intensifs, en général jusqu'au lendemain matin, avec surveillance scopique, un contrôle d'échographie cardiaque pour s'assurer qu'il n'y a pas d'épanchement péricardique. Et puis le lendemain matin, le patient remonte dans sa chambre et il sortira en général 48 heures après.